À la première partie, j'ai présenté quelques individus que nous retrouvons au sein du WWIC pour ensuite traiter de son financement. J'ai noté que plus de 50 entreprises provenant majoritairement du monde des services financiers et des énergies fossiles contribuent à la caisse du WWIC. Nous avons vu la CIBC qui a contribué, si ma mémoire est bonne, pour un montant de 100 000 $ annuellement au WWIC. Je vous présente maintenant Power Corporation, un donateur d'un montant annuel de 50 000 $ au WWIC. Bon, je vous présente rapidement l'entreprise Power Corporation Canada, de sa fondation jusqu'à aujourd'hui. Bon, à sa fondation, le 18 avril 1925, Power Corporation œuvre principalement à l'électrification des territoires canadiens et plus tard dans le domaine pétrolier et les pâtes à papier. Malheureusement, lors de la nationalisation de la production et de la vente d'électricité par plusieurs provinces, dont le Québec de Jean Lesage, avec l'insistance des ministres Jacques Parizeau et René Lévesque, Power Corporation connaît quelques difficultés financières. C'est alors qu'un homme, dont le nom est connu autant par les fédéralistes canadiens que par les souverainistes québécois, se pointe le nez. Il se nomme Paul Desmarais. Ce financier à la tête de TransCanada achète Power Corporation et diversifie le portefeuille de l'entreprise en investissant dans l'assurance, les titres boursiers et la publication de magazines et de journaux, dont la presse, par l'entremise de Jessica. Après de nombreuses acquisitions et ventes que je m'ai dénoncées, le 10 mai 1996, Paul Desmarais renonce à ses fonctions de président du conseil et chef de la direction de Power Corporation, mais reste toujours au comité exécutif et actionnaire majoritaire. Ses fils, Paul Junior et André, le remplacent. Le premier occupe la fonction de président, alors que le deuxième devient co-chef de la direction de Power. Qu'on le veuille ou non, Paul Desmarais est devenu un personnage incontournable de la politique canadienne. Selon de nombreux propos et textes qui traitent de sa personne, il semble aimer fréquenter des personnalités politiques et publiques. Je cite les anciens premiers ministres canadiens Jean Chrétien, Paul Martin et Brian Mulroney, Michael Sabia de la Caisse de dépôt et Lucien Bouchard, l'ancien ministre de Mulroney, l'ex-premier ministre du Québec au sein du Parti québécois, celui qui accompagnait Paul Desmarais en France le 7 novembre 2011 pour assister à la remise de la Légion d'honneur à Jacqueline Desmarais après avoir accepté un salaire secret de Talisman Énergie d'Alberta pour faire avaler l'exploitation des énergies fossiles aux Québécois. Certains voient Paul Desmarais comme une sorte de marionnettiste ventriloque. Si je peux me permettre l'image, j'ajouterais que sa poupée de chiffon préférée serait probablement l'honoré du WWIC, John Charest. En mai 2011, Le Devoir informait ses lecteurs qu'un câble diplomatique intercepté par Wikileaks laisserait présager que l'ambassadeur américain au Canada, David Jacobson, s'interrogeait sur la grande influence de Power sur John Charest en matière énergétique. Bien que ces allégations furent vivement niées par l'honoré, il demeure que ce dernier entretenait des relations fraternelles avec Paul Desmarais bien avant son arrivée au PLQ et qu'il a séjourné au moins une fois, je dis bien au moins une fois, au domaine de Desmarais. Enfin, je dois ajouter que Paul Desmarais a accompagné l'honoré du WWIC lors de la remise de sa médaille le 2 février 2009 par le président français Nicolas Sarkozy. Allons maintenant visiter le monde virtuel pour nous détendre un peu. Selon un contact dont je tais le nom, John serait un Moïse version canadienne. Il aurait été trouvé le 24 juin 1958 par ses parents adoptifs, flottant sur la rivière Saint-François dans un panier de bois d'olivier,
et aurait eu la mission divine de guider les Québécois dans leurs exodes vers le Canada. Pour y arriver, John posséderait le don surnaturel de séparer les eaux. Je dis bien, le don surnaturel de séparer les eaux. Par ce don, dès l'âge de 16 ans, il prend conscience du lien étroit entre la fabrication de morts vivants et le profit, alors qu'il regarde un film d'horreur du réalisateur italien Dario Argento. En fait, le lien se fait lorsqu'il sépare les os de Dario Argento pour former les noms Dari Argent, des noms que son cerveau bilingue associe à argent quotidien. Par ce don de séparer les os, John rêve ensuite de protéger une victime des bras de l'injustice. Ainsi, Paolo Violi, un mafioso ou mafis, si vous préférez, devient Paul Violi, un innocent qui ne peut être jugé pour les crimes de Violi. Il décide donc de devenir avocat. Par la suite, John est élu député progressiste conservateur à la Chambre des communes du Canada dans la circonscription de Sherbrooke lors de l'élection canadienne de 1984. De 1984 à 1986, il occupe le poste de vice-président de la Chambre des communes. En 1986, il est nommé ministre de l'État à la jeunesse au sein du cabinet du premier ministre Brian Mulroney, ministre d'État à la condition physique et au sport amateur en 1988 et ministre de l'Environnement en 1991. Avec Lucien Bouchard, il négocie l'accord de Kyoto, inspiré par Maurice Strong, un ancien agent de la GRC devenu le copain du marionnettiste ventriloque Paul Desmarais, celui qui propose en août 2002 des lois environnementales au sommet de Johannesburg. En 1990, il ajoute sa touche à l'accord du lac Meech en publiant le rapport Charest, un genre de rapport Durham, 151 ans plus tard, qui s'oppose aux revendications du Québec par ses compromis inacceptables pour la belle province. Il devient ensuite le vice-président du Comité national des Québécois et des Québécoises pour le nom durant la campagne référendaire de 1995. Ces positions font de lui l'espoir des fédéralistes et de Paul Desmarais pour vaincre le gouvernement souverainiste du Parti québécois. Pour conséquence, en 1998, il devient chef du Parti libéral du Québec, soutenu sans doute par la main du marionnettiste de Sagard. Le 14 avril 2003, John Charest peut enfin laisser ses pulsions s'exprimer en rendant hommage à Dario Argento. Créer de la richesse en transformant le Québec en une confrérie de zombies. Comment? Il vient de se faire élire premier ministre du Québec. Le 26 mars 2007, il prolonge son règne suite à une nouvelle élection. Arrive le 8 décembre 2008, alors que des millions de personnes s'isolent pour commémorer l'assassinat du Beatle John Lennon, l'ex-président du comité pour le nom revient en force pour un troisième mandat. Le malheur vient de s'abattre une autre fois en pleine période de Noël, ce moment magique de l'année qui permet à John et à ses députés de passer des lois bâillons, tout pour éviter un petit moment de répit souhaitable pour que les électeurs puissent découvrir la vérité sur Charest avant de voter. L'honoré du WWIC est l'antithèse de Saint-Nicolas. Alors que le gros rouge donne des cadeaux au solstice d'hiver, l'autre gros rouge né d'un petit bleu, né au solstice d'été, enlève les cadeaux par l'ajout de taxes et de nombreuses hausses, dont ceux des frais de scolarité. Mais encore, cette période de festivités profite à une rumeur qui affirme que le don de séparer les os de John aurait transformé Risuto en Risute, Lugui Coretti en Lugui Cretti et Tomassi en T. Massi.
une grosse cruche de vin se déversant dans le coffre du PLQ. Il y a pire. Il aurait créé une dangereuse maladie baptisée PLENRD3H. Comment? En séparant les os de l'adresse du Père Noël. Pôle Nord, OHO, OHO. Revenons au WWIC. Ce groupe ressemble à un réseau de compagnons qui partagent ces idéaux communs. Ils sont des fédéralistes chevronnés dont une partie semble espérer l'assimilation des Québécois, des gens qui semblent fermés à l'émancipation du Québec, tout comme l'était John Charest lors de la rédaction du rapport Charest. Cette allégeance commune en fait des dignes partisans d'une homogénéisation de la pensée servant des idéologies coloniales accolées au Parti fédéraliste. À moins de démontrer le contraire, ces gens utilisent leurs fonctions pour enrichir et servir des amis et des réseaux au détriment des autres, dont le petit peuple, et ou opérer une mise à mort d'institutions publiques qui nuisent à leur gain par le soutien de PPP et de privatisation. Est-ce suffisant pour craindre que cette camaraderie puisse influencer des ministères pour mettre la main sur des leviers de l'économie et enrichir des amis, tout en se préservant de la foudre de la justice? On va tenter de répondre à cette question à la troisième partie.